Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du podcast des OBM. Aujourd'hui, nous sommes sur un épisode que je sais que vous appréciez. Ce sont les épisodes où j'interviewe des OBM qui se sont lancés et on revoit avec elles. Je dis elles parce que pour le moment, j'ai interviewé uniquement des femmes, mais évidemment, alors ça me permet aussi d'ailleurs de faire une petite aparté. Le métier d'OBM n'est pas réservé qu'aux femmes, évidemment, mais ici quand même, on va pas se mentir. C'est la jante féminine qui domine, en tout cas dans ma communauté. Donc j'ai interviewé plusieurs femmes sur leur parcours, des femmes qui ont fait le programme Projet OBM. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'interviewer une nouvelle qui s'appelle Anne-Caroline. Anne-Caroline a rejoint le programme il y a presque un an, si je me trompe pas. Anne-Caroline était déjà lancée lorsqu'elle a rejoint le programme et ce sera intéressant pour vous justement de voir comment elle a appréhendé son rôle d'OBM, sa posture. Elle est passée de l'opérationnel à une posture d'OBM et justement, elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Alors Anne-Caroline, je ne vais pas tarder et je vais tout de suite te passer la parole pour te présenter en quelques mots. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Anne-Caroline. Je suis basée en Martinique. J'ai rejoint effectivement Projet OBM depuis bientôt un an. Et c'est vrai que lorsque j'ai rejoint Projet OBM, j'étais dans une phase de recherche de positionnement. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai une cliente pour laquelle je gère deux entreprises. Et cette cliente, je l'avais déjà effectivement avant Projet OBM. Mais grâce à cet accompagnement, j'ai pu me repositionner et passer d'une entreprise à gérer à deux entreprises. D'accord, donc c'est très intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup, en tout cas au sein de projet OBM, ça me tient à cœur de respecter votre individualité, votre vision. Et je trouve que par rapport au profil que j'ai déjà interviewé, avec Anne-Caroline, vous allez avoir un aspect différent parce que vous allez voir qu'elle est même sur une entreprise physique. Et donc j'ai hâte de creuser avec toi tout ça. Avant de rejoindre projet OBM, à quoi ressemblait ton quotidien professionnel? Parce que avant même la mission dont tu viens de nous parler, je sais que tu avais déjà une expérience en tant que freelance dans le business en ligne et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que tu savais pas du tout que le rôle d'OBM existait, mais apparemment tu faisais une mission qui y ressemblait avec des entrepreneurs du e-commerce et j'aimerais bien que tu nous parles de ce passé. Alors, c'est vrai que pour moi, je suis tombée dans le bain du freelancing en 2021. Donc, en parallèle de mon salariat, j'avais pris une formation e-commerce. Et à l'issue de cette formation e-commerce, les personnes qui l'organisaient recrutaient en interne un coach pour les accompagner puisque l'entreprise avait une forte croissance. Et initialement, j'ai rejoint l'équipe en tant que coach. Mais c'est vrai que par rapport aux missions que je faisais, il y avait pas mal de missions qui englobaient un peu tout ce qui concerne la structuration, les process, même si c'était pas indiqué ainsi. En tout cas, pour pouvoir bien fonctionner dans mon poste, j'ai dû le retravailler. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est moi qui gérais vraiment toute la partie organisation des coachings, relance des coachés, enfin vraiment m'assurer que voilà, eux, ils avaient juste à être disponibles tel jour à telle heure pour pouvoir assister au coaching avec les coachés. Et c'est vrai que cette première expérience, alors j'ai beaucoup appris. J'ai aussi appris dans le dur, comme on dit, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je donnais trop, beaucoup trop par rapport à ce que je faisais, et qu'en face, même si j'avais le sentiment que ce pourquoi j'étais payée me valait, aujourd'hui avec du recul, quand je fais le calcul des heures que je faisais par mois versus la rémunération, les calculs sont pas bons, quoi. On était peut-être au SMIC horaire et encore. Alors qu'à l'époque, pour moi, c'était waouh, c'était génial, etc. Donc, c'est vrai qu'en plus, moi, j'avais quitté du coup mon salariat pour les rejoindre parce que j'avais déjà cette envie de me lancer à mon compte. Et c'est vrai que ça a été une expérience quand même enrichissante, mais j'ai aussi appris
à ne pas refaire les mêmes erreurs aujourd'hui. Donc, je suis restée avec eux de 2021 à 2023. Et c'est vrai qu'en 2023, perte de sens. Pareil, en termes de rémunération, je trouvais que les calculs n'étaient pas bons. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de me repositionner et vraiment construire quelque chose pour moi qui me ressemble. Donc, j'ai fait le choix de retourner dans le salariat. D'accord. Donc en 2023, tu décides de te repositionner après une expérience où finalement tu t'es senti, est-ce qu'on peut le dire, exploité, Pas exploité, mais lésé. lésé. C'était un poste où tu faisais du coaching, mais au final tu touchais un peu à tout. Un mix entre assistante opérationnelle et bras droit, on peut dire ça? Alors aujourd'hui, je peux dire ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, je le voyais pas forcément comme ça. Je savais pas dans quelle case je rentrais, mais je me suis dit, je suis coach plus. Voilà. D'accord, coach plus. C'est très intéressant que tu mettes des mots là-dessus parce que je trouve on parle beaucoup des personnes qui évoluent de l'assistanat, assistante virtuelle vers OBM, mais en réalité, j'ai échangé avec des customer care managers qui faisaient déjà un peu des postes de bras droit, des fois des experts SEO qui sont tellement investis dans la mission d'un client qui se sont retrouvés à faire des missions d'OBM et comme quoi on peut évoluer vers un rôle d'OBM en tant que freelance peu importe le titre qu'on a au départ, ce qui va compter, ça va être vraiment le type de mission. Et c'est hyper intéressant parce que après, tu choisis de te lancer, du coup, de te reprendre un emploi salarié. Il me semble que tu passes par une agence, tu travailles dans une agence. Quel est ton rôle dans cette agence? Je suis du coup retournée dans le salariat en tant que chargée de communication. D'accord. Donc tu étais chargé de communication pour une agence. Est-ce que c'est un rôle qui t'épanouissait ou c'était vraiment un poste que tu as pris en attendant de vraiment faire ce qui te plaît à ton compte ou tu te projetais quand même dans une voie de salariat? Alors, pour ma part, je sais que le salariat, c'est pas pour moi. De base, j'ai un master en management du sport, donc j'ai travaillé dans le milieu du sport et après, je me suis repositionnée en agence de communication en autodidacte. Donc, lorsque j'ai quitté en 2021, j'étais en agence de communication, community manager, puis chef de projet. Et c'est vrai que là, je suis retournée effectivement en agence de communication, plutôt parce qu'en fait, en réalité, l'opportunité est venue à moi. Je cherchais pas forcément, l'opportunité est venue à moi et je me suis dit, bon, je postule, j'ai envie de changement, on va voir ce que ça donne. Donc, c'était vraiment plus le changement, le retour au salariat pour avoir du coup de quoi payer mes factures, parce que j'avais ce projet d'arrêter avec ces infopreneurs et il fallait du coup subvenir à mes besoins. Donc, c'était pas l'emploi de rêve mais c'était l'emploi pour lequel j'avais de l'expérience et qui me convenait à ce moment-là. D'accord. Donc on est en 2023, tu cherches à te repositionner. Quel est ton plan d'action durant cette période alors? Comment tu envisages les choses? Alors en 2023, donc déjà la priorité pour moi, c'était de pouvoir retrouver une activité salariée, le temps de me donner du temps pour pouvoir réfléchir à ce que je veux faire concrètement au niveau de mon entreprise. Après, c'est vrai que sur cette partie-là, ça a pris quand même du temps, mais je me suis donné du temps parce que c'est vrai que j'ai beaucoup donné en 2 ans. J'ai aussi beaucoup appris parce que je me suis rendu compte que même si je me suis sentie lésée, c'est après coup que je me suis sentie lésée. Sur le moment, je me sentais pas lésée en fait, et je pense que je me suis sentie lésée parce que j'ai pris conscience de tout ce que je faisais, de la valeur que j'apportais et de la tarification en face. Donc, je pense qu'aussi, c'est une question de se connaître soi et de connaître ben, sa valeur et ses compétences. Parce que je pense qu'en face, eux, ils n'étaient pas du tout hein, dans cette dynamique de me léser. Parce que même me disaient, attention, gère ton temps, etc. Tu fais trop d'heures, tout ça, tout ça. Mais comme je voulais donner, 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 ben, quand tu donnes, les gens prennent en Oui. réalité. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Il y a ce côté où ben, on t'a dit de faire attention, mais si tu nous donnes, on prend. Et c'est là où aussi je me suis dit qu'il faut apprendre justement à se repositionner par rapport à son client, parce que des fois on veut bien faire, on veut beaucoup lui donner, mais quand tu donnes l'habitude à un client de beaucoup donner, ben après revenir en arrière c'est compliqué. Et je pense que je m'attendais aussi à ce qu'à leur niveau, même s'ils ont pris conscience, parce qu'on avait fait une augmentation de tarification, mais malgré tout je donnais encore plus. Donc cette période en tout cas de retour dans le salariat, c'était vraiment une période d'introspection. Et c'est quasiment 1 an plus tard que j'ai décidé vraiment bah, de me relancer en fait au niveau de mon entreprise, mais par contre en conservant mon activité salariée. D'accord. Donc tu t'es relancé après cette période d'introspection. Tu aurais pu changer carrément de voie. Dans quoi tu t'es relancé? Comment tu t'es remis en selle après cette période d'introspection du coup?
Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai une amie que je connaissais depuis plusieurs années qui avait un compte Instagram, qui effectivement avait une grosse montée en puissance sur son compte Instagram. Et vers le mois, si je me trompe pas, de mars-avril 2024, elle a fait une annonce en story disant qu'elle recherchait une assistante virtuelle. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais postuler. Et donc comme à cette période-là, j'étais un peu sur tout ce qui concerne le montage vidéo, je me suis dit, bah, je vais postuler en faisant une vidéo de présentation. Donc je lui ai présenté effectivement mon parcours, mes compétences, ce que je pouvais lui apporter. Elle est bilingue, donc je lui ai également fait une version, enfin une partie de l'interview en anglais parce que je parle anglais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'interview, je lui dis, bon, ben, en fait, moi, je veux pas être ton assistante virtuelle, mais si tu recherches quelqu'un pour t'accompagner sur les différents points que j'ai cités, n'hésite pas à revenir vers moi. Et donc, j'envoie ma vidéo sans attente, sans rien en particulier. J'ai mon travail salarié, voilà. Elle revient vers moi en juillet. Donc, j'ai postulé en avril. Elle revient vers moi en juillet pour me dire qu'elle avait bien reçu ma vidéo, qu'elle avait apprécié effectivement ma présentation. Est-ce qu'on peut se faire un rendez-vous pour pouvoir du coup échanger sur une éventuelle collaboration? Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, cette cliente-là, je l'avais déjà démarchée en 2023. En novembre 2023, pendant mes vacances, je l'avais démarchée pour lui dire que voilà, je serais intéressée par le fait de pouvoir collaborer avec elle d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que on avait fait une visio. Elle m'avait dit que pour le moment, il n'y avait pas de besoin, mais qu'effectivement, elle avait des projets à venir en 2024 et qu'on se recontacterait. Et quand j'ai vu du coup cette annonce en 2024, de moi-même, je suis revenue. J'ai fait le processus normal de recrutement, alors que j'avais ses coordonnées. Hein, j'aurais pu lui envoyer un message directement, mais j'ai fait le processus normal de recrutement en envoyant un email. Ce que j'aime bien dans ton histoire avec cette nouvelle cliente que tu vas finalement signer, tu vas y arriver, bah, c'est que je trouve important qu'on souligne les délais. Parce que des fois, tu vois, bah, t'aurais pu t'arrêter et te dire, je l'ai déjà démarché une fois, ça n'a pas abouti, et même le prendre personnellement et te dire que ce que tu proposes n'a peut-être pas de valeur, tu vois, te mettre à douter, ne pas relancer, ne pas retenter. Et en C'est fait, ça. je veux prendre cette opportunité de rebondir sur ce que tu viens de dire pour dire que lorsqu'on démarche des personnes pour leur proposer nos services, parfois le silence, parfois le non, c'est pas un rejet déjà de notre personne, faut savoir le distinguer. Et parfois c'est juste un pas maintenant, mais ce sera peut-être quelque chose qui va déclencher une opportunité plus tard. Et ça, je veux vraiment que vous le reteniez parce que lorsque vous faites vos CRM, lorsque vous faites vos fichiers où vous suivez vos relations clients, après le non, c'est pas forcément la fin. Donc n'hésitez pas à rajouter une case ou alors à entretenir vos relations même quand vous n'avez pas eu de réponse, même quand vous n'avez pas eu de retour, parce que des fois c'est juste pas le bon timing, mais que après ce sera intéressant. Et ça a été le cas pour toi parce que à plus d'un an, finalement vous vous mettez à collaborer. Donc tu lui fais une proposition, tu lui dis que tu n'as pas envie d'être assistante virtuelle, c'est ce que tu lui dis finalement, et tu lui proposes autre chose. Et cette autre chose, du coup, ce sont quel type de mission? Parce qu'à l'époque, tu sais pas que le métier d'OBM existe, non? Alors, quand on a fait le rendez-vous, je me suis pas, comment dire, qualifiée. C'est-à-dire que je me suis pas dit assistante virtuelle ou autre. On a juste fait le rendez-vous. Elle m'a exposé son besoin et sa problématique parce qu'elle avait trouvé son assistante virtuelle, mais il y avait des lacunes à ce niveau. Et en fait, par rapport à tout, donc on a fait un peu un rendez-vous d'audit. Et par rapport à tout ce qu'elle m'a expliqué, moi, je suis revenue vers elle pour un accompagnement bien spécifique sur un produit qu'elle avait. Mais à aucun moment donné, j'ai eu de statut, que ce soit assistante virtuelle ou autre. On n'a pas abordé ce sujet. Et je pense que c'est là aussi qu'a mûri aussi cette frustration qui était déjà naissante de qui suis-je? Voilà. Comment je Oui. me positionne concrètement? Parce que tu as démarré ta mission avec elle. C'était une mission récurrente dès le départ? J'avais fait plusieurs formules. Par contre, pour le coup, j'avais quand même un petit peu de recul sur ça. Donc, j'avais fait plusieurs formules, une formule 1 mois, une formule 3 mois, une formule 6 mois, avec un tarif dégressif, un gros tarif dégressif et surtout une grosse remise. On va y revenir, parce qu'il y a encore la peur hein, de demander ben, le bon prix. Et ce qui fait que du coup, elle a choisi la version 6 mois, parce que c'était par rapport à son besoin et à son événement. 6 mois, c'était le minimum nécessaire. Et qu'est-ce que tu faisais concrètement pour cette cliente? Des exemples de tâches, de missions, Mais alors, on était vraiment sur la notion de structuration, c'est-à-dire que c'était un événement qu'elle organisait, donc un business trip,
qu'elle organisait. Et donc, du coup, c'était toute la partie onboarding client, vraiment structuration du process client en réalité. Quand on signe le client, après les documents à signer, les documents contractuels, etc. Parce qu'elle avait déjà fait l'événement en avril et ça s'était pas bien passé parce qu'elle était toute seule à tout gérer. Et donc, j'avais vraiment décelé cette problématique de structuration et d'organisation, et notamment d'onboarding client suffisamment satisfaisant pour ne pas créer de frustration d'un côté ou de l'autre. Et surtout aussi apprendre à mettre des limites, voilà, à son niveau par rapport à ses clients. Mmh. On pourrait dire que tu avais des missions très customer care, non? C'était customer care, oui, mais pas que. Parce qu'en fait, il y avait vraiment tout à construire derrière, sur la partie contrat, sur le cheminement vraiment hein, du client, mais également elle-même dans son fonctionnement et sa gestion d'entreprise. Parce qu'elle bossait déjà avec d'autres freelances et typiquement, la gestion du business se faisait sur WhatsApp. D'accord. Donc vraiment, tu as mis en place Voilà. des canaux de communication, etc. C'est venu après ça. Mais c'est venu après. Et projet OBM aussi arrive entre-temps parce que j'ai signé avec elle en juillet et j'ai rejoint le projet OBM fin septembre. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que tu signes avec elle, tu vois que tes missions, t'as pas de rôle à Mhm. proprement parler, t'as pas de titre, mais tu l'aides dans plusieurs missions, etc. C'est super. Et comment tu découvres finalement le terme OBM? Comment tu découvres que ce que tu fais, ça a un nom, ça peut être valorisé, ça a une valeur monétaire. Comment tu découvres cet univers finalement? Alors, cet univers, ben, je l'ai découvert clairement pas grâce à moi. C'est parce que, pareil, dans toute cette notion de recherche de soi, de qui je suis, j'ai contacté vers la même période, avril-mai, une personne que je connais. Et donc, je l'appelle ma business coach aujourd'hui, où je lui dis, voilà, je sais que tu as tel parcours, on a des parcours un peu similaires, j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est vraiment un appel à l'aide, j'ai besoin d'aide parce que je ne sais pas comment me vendre, comment me positionner. Et donc, du coup, avec elle, je commence l'accompagnement en août. Donc, j'avais déjà signé ma cliente. Et effectivement, elle me dit, bah, on va travailler effectivement sur ce positionnement. Et c'est elle qui m'amène le terme OBM et qui me dit, ben voilà, voici des profils qui font des formations OBM. Cherche, renseigne-toi. Alors là, j'ai mangé du projet OBM à toutes les sauces. Franchement, j'ai feuilleté, j'ai fouillé. Donc, bon, vous étiez deux sur le marché francophone, donc j'ai bien regardé. Donc, tout ce que je pouvais télécharger en gratuit, j'ai téléchargé. Vraiment fouiller les Instagram, faire des recherches. Et plus je lis, plus je me dis, oh, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça me correspond. Et c'est vrai que moi, je suis un peu une balle perdue, hein. Quand on me dit quelque chose, j'y vais à fond. Et elle me disait, non, mais je veux pas t'orienter de façon négative. Prends déjà le temps et on va prendre le temps, en fait, de voir si c'est vraiment ça. Mais moi, je lui ai dit, en fait, c'est ça. Donc, il y a pas trop il y a pas trop de choix. On a commencé en août. Je pense que début septembre, elle me parle vraiment de projet OBM. Enfin, elle me parle vraiment d'OBM. Je fais mes recherches et fin septembre, je fais mon choix et je signe avec toi. Hmm. Ouais, je me rappelle, à l'époque, je faisais des appels. Tu m'as posé quelques questions, mais ça se voyait que tu venais de découvrir, et ça, j'aime trop, parce qu'on sent le profil intégrateur qui arrive à connecter tous ces puzzles, et on sentait que voilà, tu venais de rapprocher toutes les puzzles, tous les morceaux de ton puzzle, et que ta carte commençait à prendre forme. T'étais toute heureuse, en fait, de rejoindre l'aventure. Donc, tu as rejoint Projet OBM. Quelle était ta motivation finalement? Parce que tu avais quelques compétences transférables, tu ne partais pas non plus de rien, tu avais une expérience dans le e-commerce, tu avais déjà une cliente. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à investir et te former malgré tout ça? Alors, c'est tout bête, mais j'ai quand même ce côté scolaire et j'avais besoin de savoir comment me qualifier. Donc, ne serait-ce que déjà dire je suis online business manager parce qu'en fait, c'est le métier au final qui me permet d'utiliser toutes mes compétences que j'ai pu acquérir, quel que soit dans la communication, même dans le domaine du sport, enfin vraiment tout ce que j'ai pu acquérir au fil de mes différentes expériences. Déjà, ne serait-ce que d'avoir ce titre que je recherchais, ça a été vraiment un bon point pour moi. Et par la suite, en fait, quand j'ai intégré du coup le programme, c'est vraiment cette notion de clarification du positionnement et vraiment ce côté structurant, mais pour soi. C'est-à-dire que cordonnier mal chaussé, je sais être structurante pour mes clientes, mais être structurante pour moi, mon entreprise, mon positionnement, ça c'était plus compliqué. Et c'est vrai qu'avec Projet OBM, ça a été une révélation.
Surtout quand j'ai vu qu'on peut être aussi bien intégrateur que visionnaire, parce que je me disais, oui, je suis intégrateur, mais pas que. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on peut avoir une part d'intégrateur et une part de visionnaire, et c'est OK, en fait. On n'a pas besoin d'être 100% l'un ou 100% l'autre. Et ça rassure. Ça rassure de se dire que, OK, il n'y a pas un chemin prédéfini. Ça s'adapte vraiment à nous et à notre personnalité. Et ton objectif, c'était aussi de valoriser tes tarifs, de sortir de ce syndrome de l'imposteur qui finalement t'avait porté préjudice dans tes anciennes missions, où à chaque fois tu facturais moins. Tu nous l'as dit un peu en teasing tout à l'heure que tu avais proposé un tarif avec une grosse réduction parce que tu n'assumais pas. Et donc tout le travail que tu as effectué au sein de projet OBM, je sais que ça t'a amené à revoir ton positionnement, à gagner en confiance. Est-ce que tu peux revenir sur ces étapes-là avec nous? Alors, c'est vrai que quand j'ai rejoint un projet OBM, donc j'ai aussi été transparente avec ma cliente sur le fait que je me formais aujourd'hui. J'avoue que l'avantage, c'est que effectivement, j'avais fait cette grosse remise, mais je l'avais fait apparaître et elle n'était pas trop incohérente avec la tarification minimale d'un OBM. Donc, c'était déjà, entre guillemets, pour moi, un avantage. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'évolution de la collaboration, ce qui s'est passé, c'est que c'est ma cliente aussi qui, d'elle-même, m'a dit, mais en fait, ta facturation, tu la vaux largement. Dans le sens où, ben, non remisée, même non remisée, elle signe. Et là, je me suis dit, ben, c'est bon, j'ai gagné. Parce que ce que j'apprenais au fil de l'eau avec Projet OBM, ben, je l'appliquais dans son entreprise. En fait, moi, ma stratégie a été de me dire, OK, on a signé un contrat pour 6 mois. Moi, je suis quelqu'un très carré. Le contrat est signé. Je vais pas casser le contrat pour revoir la tarification. Je me dis aussi, c'est une façon de faire ses preuves. Et donc, du coup, OK, on a signé le contrat, mais j'ai commencé au fur et à mesure à lui dire, voilà, que pour le renouvellement, mon positionnement va changer. Et en fait, plutôt que d'attendre la fin du contrat 6 mois pour passer sur mon profil OBM, j'ai fait le choix, en fait, au bout de 4 mois, de vraiment mettre mes compétences d'OBM à sa disposition, en y précisant que là, les besoins de l'entreprise font que on peut plus continuer avec moi qui me cantonne uniquement à la gestion de tels projets dans l'entreprise. Il faut qu'on passe à un step supérieur et on va pas attendre la fin du contrat pour le faire. Et parce que aussi en termes de tarification, il fallait qu'au niveau de son chiffre d'affaires, elle puisse me payer. Donc, on a convenu effectivement de rester ainsi jusqu'en janvier. Et à partir de janvier, du coup, on a revu la tarification. D'accord. Et tu estimes avoir augmenté ton chiffre d'affaires du coup en tant qu'OBM à combien de pourcents? Pour montrer en fait, j'aime bien permettre aux auditeurs, aux auditrices de voir en fait comment parfois le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité ou quel que soit ce qu'on peut avoir en tête qui fait qu'on se dévalorise, comment on peut faire un gap finalement quand on gagne en confiance et qu'on assume ce qu'on fait. Ben, en fait, pour cette cliente-là, je vais augmenter mon taux de 40%. D'accord. Ce qui est pas négligeable, clairement. Oui. C'est une augmentation énorme, sachant que dans le salariat, quand on parle d'augmentation, on parle jamais de 40%. Et comme tu l'as dit, tu étais quand même sur une base où t'étais pas non plus complètement à côté de la plaque en termes de facturation. Tu vois, tu facturais pas un SMIC comme ton ancienne mission, mais tu sentais que tu pouvais valoriser ce que tu fais de manière monétaire d'une autre façon en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens aligné avec tes prix? Aujourd'hui, ben, je suis dans la phase où il faut que j'augmente encore. Ouais, tu commences à avoir. Tu vois, c'est ça quand on y goûte, on commence à se C'est dire ça. non mais vraiment, je peux, je comprends. Je te laisse développer quand même. Après, toi, tu me l'as souvent répété par rapport à au feedback que je faisais sur le Slack par rapport à ma relation client. Tu m'as dit oui, ton profil est effectivement OBM, mais peut-être même plus vers COO Oui. ou associé. Alors, Euh, je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, en fait, au sein de Projet OBM, comme vous l'avez vu, tous les parcours que vous avez en interview, elles ont toutes des parcours différents. Pour moi, je mets vraiment un point d'honneur à ce que la personne puisse se positionner, puisse bien se positionner d'une certaine façon. Et Anne-Caroline, quand je voyais ce qu'elle faisait pour sa cliente, je trouvais de mon côté qu'elle pouvait très bien aller sur une posture qui dépasse un peu le rôle d'online-based manager. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans un des épisodes de podcast où pour moi elle avait une posture limite associée, externalisée. Je trouve que dans tes échanges avec ta cliente, les responsabilités que tu avais
on était au-delà d'une OBM qui venait faire de la gestion de projet, quelques management de freelance. Pour moi, tu pourrais limite avoir un pourcentage d'action dans la société, quoi. Et c'est pour ça que je t'encourageais à voir ton rôle de plus en plus comme ça, parce que tu faisais déjà des choses qui touchaient à ça. Exactement, et c'est vrai que ben là, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été, parce que moi je suis en Martinique, ma cliente est en Guadeloupe, j'étais en déplacement une semaine pour faire l'intégration de la nouvelle assistante de direction. Et là, je me suis dit, non, mais Marielle, c'est bon, elle a trop raison. Il faut que j'arrête de me d'évaluer. C'est-à-dire que projet OBM, c'est un tremplin pour justement les assistantes virtuelles plus pour qu'elles puissent être payées à leur juste valeur. Mais projet OBM, ça permet aussi de révéler clairement le vrai positionnement et le bon positionnement des personnes de l'équipe. En tout cas, dans mon cas, le travail que je fais aujourd'hui, c'est vraiment de me repositionner. Et de plus en plus, je me rends compte que dans ma personnalité aussi, ce qui me convient, ben, c'est vraiment avoir ce côté associé externalisé qui me va très bien en réalité de me dire que je suis pas entre guillemets sur le papier associé avec tout ce que ça implique, mais par contre dans le fonctionnement avec le chef d'entreprise qui en a besoin, c'est vraiment ce fonctionnement d'associé parce que voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Mais pour ma cliente actuelle, on est vraiment dans cette situation où même si on n'en a pas parlé ouvertement, je pense qu'elle le voit, elle le ressent sur le fonctionnement. Effectivement, on a plus un fonctionnement d'associé que elle est CEO et moi OBM en réalité. Et c'est une question de stade d'avancement, hein, parce que pour arriver à cette posture-là, très souvent, il faut gagner la confiance de son client. Et moi aussi, je le sens parfois quand je reste dans des missions hyper longtemps, que tu as bien structuré, que tu commences à toucher à d'autres sujets. Progressivement, tu te mets à évoluer. C'est comme ça que la vie est faite. Et je suis contente qu'aujourd'hui, tu réalises en fait que ben toi aussi, t'as pris en hauteur, t'es un peu envolé et tu mérites effectivement d'encore plus valoriser ce que tu fais parce que bah tout ça, c'est des années d'expérience, c'est le temps que tu as mis à apprendre à maîtriser sa boîte, etc. Et tout ça aujourd'hui, ça a une valeur parce qu'elle pourra recruter n'importe qui sur le marché, mais la personne n'aura pas toute la vision de son entreprise que tu as aujourd'hui parce que tu as tout construit avec elle. Et juste ça aussi, ça se valorise. En tout cas, bravo à toi pour ce parcours parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette mission, tu l'as commencée en side project. Et je trouve que c'est important de le dire parce que beaucoup de personnes qui ont un emploi salarié à temps plein peuvent se disqualifier et se dire, bah, je peux pas me lancer parce que c'est de la prestation de service et comme je suis à temps plein, je ne peux pas. Comment as-tu réussi à gérer ça? Parce que maintenant, aujourd'hui, tu es à temps plein dans ton activité d'OBM, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je veux bien que tu partages ton retour d'expérience de quelqu'un qui a eu à gérer les deux casquettes, en fait, c'est-à-dire de salarié et aussi de prestataire de service, finalement, de freelance, d'entrepreneuse en même temps. Alors pour ma part, c'est vrai que comme j'ai un petit peu de mal à m'ennuyer, j'arrive effectivement à faire beaucoup de choses à la fois. Faut que je précise aussi, moi, j'ai pas d'enfant. C'est important de le préciser parce que c'est un facteur. Mais pour autant, quand on regarde ben, le nombre d'heures qu'on a dans une semaine et le nombre d'heures dont on aurait besoin pour un client, en réalité, aujourd'hui, c'est une question d'organisation. Quand j'étais salarié, ben, je travaillais soit avant de partir au travail, puisque je commençais à 9 heures, je finissais à 17 heures. Donc, soit avant de partir au travail, soit après, soit le week-end. Parce qu'en fait, il y a des missions qui ne nécessitent pas d'avoir besoin d'être sur les mêmes horaires que le chef d'entreprise ou les autres équipes freelance. Donc, en réalité, c'est vraiment une question de gestion de son temps en fonction du volume horaire qui a été convenu avec la cliente. Ben, je m'organisais et des fois, ben, je bossais plus le week-end, plus le soir. Mais vraiment, à partir du moment où les missions étaient faites et elles avançaient, c'est l'essentiel. Donc, dans ton cas, on a vraiment tellement de choses à en tirer parce que du coup, tu as commencé en side project, c'était une grosse mission, on n'est pas sur une petite mission quand même parce que tu avais beaucoup de responsabilités, dont un business physique, c'était quand même à distance. Donc en fait, ça montre vraiment le côté online du métier parce qu'on pourrait se dire que c'est pas possible de gérer justement ce type de boîte quand on est freelance, externalisé, mais c'est tout à fait possible, ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, justement, j'aimerais bien que tu partages ton retour d'expérience sur t'es passé de une boîte avec elle à deux boîtes et je sais que l'une d'entre elles est une boîte en présentiel, en tout cas un business physique. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi en tant qu'OBM ou tu fonctionnes exactement de la même façon que pour son activité en ligne? Alors, c'est vrai qu'avec elle, j'ai commencé avec l'activité en ligne, où j'ai eu un déplacement effectivement à l'étranger en fin d'année. Et j'étais aussi dans cette phase où j'avais envie de retourner à mon compte
en fait, à 100%. Et en toute transparence, l'entreprise dans laquelle j'étais avait des difficultés en fin d'année. Et moi, tout de suite, j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai dit que s'il y a licenciement économique, je prends. Donc, j'ai eu un licenciement économique en février 2025. Et en fait, de là, ma cliente m'a demandé effectivement de l'accompagner sur cette deuxième entreprise qui est une entreprise physique. Donc, en fait, elle attendait que j'ai plus de disponibilité pour me proposer de la rejoindre sur cette entreprise-là. Et donc, cette entreprise-là, on travaille dessus ensemble depuis février. Et en fait, c'est vraiment deux fonctionnements totalement différents. Parce que là, on est vraiment sur la gestion du coup des équipes freelance qui travaillent avec elle, mais surtout comment s'assurer que ce qu'on met en place puisse aider au développement de l'entreprise et puisse aussi aller dans le sens de la bonne gestion des ressources humaines, c'est-à-dire des salariés en fait de l'entreprise. Et c'est un gros morceau, mais c'est intéressant. Mais ma courbe d'évolution a été beaucoup plus rapide sur le fait d'être sur une entreprise physique que sur une entreprise en ligne, parce qu'on voit vraiment tout l'écosystème entrepreneurial dans son ensemble, avec ses avantages et ses inconvénients. Là où sur un business en ligne, souvent les chefs d'entreprise fonctionnent uniquement avec des freelances, là on a des salariés. Les enjeux sont pas les mêmes. Donc là où on peut dire on met fin à un contrat avec un freelance, avec des salariés, ça se passe pas comme ça. Donc ça peut prendre plus de temps. Mais c'est vrai que c'est un gros défi, mais c'est très intéressant. Et paradoxalement, c'est sur cette entreprise physique où j'ai davantage cette posture. Alors je vais pas dire associé parce qu'aujourd'hui elle a un associé, mais on pourrait se dire que dans l'entreprise il y a trois associés au regard de mon implication dans toute la gestion globale de l'entreprise. D'accord. Franchement, je trouve que c'est hyper riche ce que tu nous apportes là et je suis tellement contente d'avoir des profils variés. Je pense que je me répète, mais j'espère en tout cas en entendant des parcours comme Anne-Caroline, comme Constance, comme Floriane, en fait toutes celles que j'ai interviewées, vous voyez que finalement derrière un terme vous pouvez y mettre votre perspective, votre parcours, vos envies et créer finalement un parcours entrepreneurial sur mesure. C'est pas parce que c'est un titre que d'un seul coup vous devez être limité à une liste de missions, à une forme d'entreprise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc c'est hyper intéressant. Moi je sais que c'est un truc que j'aurais aimé explorer aussi, faire des fonctions d'OBM, tu vois, mais pour des entreprises physiques. Peut-être bientôt, mais du coup c'est merci pour ton retour d'expérience à ce niveau-là. Alors, je voulais quand même préciser une chose, c'est que certes, c'est une entreprise physique, mais moi, je suis en Martinique, elle est en Guadeloupe. Donc, on a quand même ce fonctionnement un peu de gestion à distance. Et quand les besoins se font sentir, je pars en Guadeloupe pour faire une bonne session de travail, on va dire. Donc, c'est ce qu'il faut aussi prendre en compte. C'est pas parce que c'est une entreprise physique qu'on doit forcément être sur le même territoire. Ouais, ouais, non, tout à fait. C'est merci encore de. En fait, pour moi, tu viens encore montrer à quel point il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes se limitent uniquement au business en ligne. Et pour moi, en 2025, quand on se lance en tant qu'OBM, se limiter uniquement à l'infopreneuriat, c'est dommage. On peut être passionné, hein, il y a aucun souci. Si jamais ça te passionne vraiment, les infopreneurs et tout, c'est cool. Mais il y a tellement de choses à explorer parce qu'on est en train de capitaliser sur des compétences qui sont utiles dans plein de contextes différents. La gestion de projet, le management, la structuration d'entreprise, ça peut être mis en place dans tellement de domaines, dans des SaaS, dans plein de formes d'entreprises. Et j'aimerais, à travers Projet OBM, pouvoir promouvoir le métier d'OBM aussi comme ça. C'est-à-dire ne pas se limiter à l'infopreneuriat. Et donc, merci pour ton retour d'expérience. On va passer aux perspectives maintenant. Quels sont aujourd'hui tes objectifs pour la suite de ton parcours en tant qu'OBM, COO, bref. C'est quoi la suite? Ah, la suite! La suite, je veux pas non plus effrayer parce que je sais que j'ai un petit peu un parcours atypique. Aujourd'hui, la suite, c'est que là, je suis sur un gros travail de repositionnement, justement avec cette question de, OK, est-ce que je me vends toujours comme OBM ou alors est-ce que je me vends ouvertement comme associé externalisé? Même si je pense que la deuxième option est celle qui m'intéresse le plus. C'est vrai que moi, dans mon idéal, je ne veux pas que mon activité, je vais dire de consultante, hein, OBM ou associé externalisé, prenne trop de place dans mon entreprise d'une façon générale parce que j'ai d'autres projets. Mais c'est vrai que en lien avec Projet OBM, ma posture aujourd'hui, donc c'est se repositionner et avoir une offre qui est claire parce que pour moi, elle n'est pas suffisamment claire. On va pas se mentir, c'est pas parce que je suis lancée et que j'ai une cliente, deux entreprises à gérer que mon offre est claire, pas du tout. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi, rien n'est figé. Donc là, faire ce travail.
J'ai quand même toujours, malgré tout, ce petit syndrome de l'imposteur parce que là, on passe de tu te positionnes en tant qu'OBM à tu veux te positionner en tant qu'associé externalisé. Les enjeux sont pas les mêmes. La tarification non plus n'est pas la même. Donc, c'est aussi passer un palier financier, psychologique. Et c'est vrai que j'ai pris conscience que j'aime effectivement travailler avec les entreprises, avec cette posture où je suis vraiment au sein de l'entreprise comme une associée. Et là, dans les perspectives, ben, l'Afrique de l'Ouest. Donc, ouvertement, l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vais partir en business trip au Bénin pour voir les opportunités qui se font de ce côté parce que j'en ai envie, parce que j'aime voyager et parce que j'ai envie aussi d'ouvrir le champ des possibles. Mais je pense que ce positionnement, il sera un peu plus différent. Il sera plus orienté peut-être vers des structures, justement, avec lesquelles travailler. Pas forcément des entrepreneurs qui gèrent leur entreprise, mais plus ce côté structure. Et on en revient à cette notion d'entreprise physique qui sont, bah, du coup, avec un décalage horaire par rapport à moi. C'est franchement, pour ce que tu dis, moi, il y a beaucoup de personnes qui me parlent du continent africain. Je vous en parlais en séance de mentoring, parce qu'apparemment, il y a plein d'opportunités là-bas, d'entreprises, du coup, pas forcément que des business en ligne, d'entreprises qui ont besoin de profils structurants, parce que justement, toute la dynamique intégrateur, visionnaire, pour beaucoup, ça a été une révélation. Par exemple, lors de mon passage sur BFM TV. Il faut savoir que la vidéo a été beaucoup diffusée du coup sur le continent africain parce que des dirigeants d'entreprise ont eu un gros déclic en réalisant qu'ils pouvaient être complétés par des bras droits qui viennent les canaliser, etc. Et de mon côté, en tout cas, j'ai reçu plein de choses, alors qui n'ont pas forcément abouti, mais de personnes qui étaient intéressées par ce profil, qui me parlaient, ben voilà, j'ai telle entreprise, etc., où je peux trouver des profils. Donc, je ferme la parenthèse, mais sachez qu'il y a un marché à prendre. On a parlé de marché en termes de structure d'entreprise, présentiel, etc., physique, mais il y a aussi le marché du pays dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, on est sur un métier qui peut s'exercer à distance, donc pourquoi se fermer des portes? Donc, trop bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Alors, en tant que membre de projet OBM, qu'est-ce que tu penses que le programme t'a apporté dans tout ce qu'on vient de voir, etc., si tu devais résumer ton parcours au sein du programme? Alors, c'est paradoxal, mais la structuration. La structuration, l'organisation et aussi les bons outils et les bonnes compétences au bon endroit. Parce que c'est vrai que des fois, on a plusieurs compétences, mais on ne sait pas forcément comment, de façon pratique, les mettre en application au sein de l'entreprise, des chefs d'entreprise avec lesquels on travaille. Et c'est vrai que Projet OBM, c'est ça. Par exemple, moi, j'ai fini de regarder les modules de formation depuis déjà 6 mois, quasiment. Et mon objectif, c'est de revenir du coup sur tous les modules de l'accompagnement pour justement me remettre dans le bain, me remettre aussi dans un cadre, parce que c'est vrai que quand on fonctionne avec des chefs d'entreprise, on peut des fois dévier du cadre parce que les besoins se font sentir. Mais malgré tout, l'accompagnement est bien pensé, bien structuré pour pouvoir vraiment se sentir armé et avec toutes les compétences pour pouvoir gérer une entreprise. Et c'est vrai que sur ma bucket list, c'est reprendre les modules de formation parce que ben il y a des choses des fois qu'on oublie et c'est bien de revenir dessus pour se dire OK, là j'ai dévié, il faut que je me recentre. OK, à ça, j'ai pas encore mis en place au sein de l'entreprise de mon client ou de ma cliente, ben je vais l'utiliser. Et par exemple, moi, je sais que un des modules sur lequel je vais revenir, en tout cas une des vidéos, c'est la vidéo où tu parles de faire des audits en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans mon positionnement, je réfléchis justement à davantage proposer mes services en faisant des audits et faire un peu ma princesse, c'est-à-dire je fais l'audit que je facture et en fonction des profils, je vois si j'ai envie de bosser avec eux sur le long terme ou pas. Donc c'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée parce que j'ai aussi ce côté où pour moi, je préfère la qualité à la quantité et donc du coup, je préfère n'avoir personne que d'avoir trop de monde et que ce soit pas aligné avec moi et avec la vision que j'ai de mon entreprise. Parce que ce qu'il faut pas qu'on oublie, c'est que on a une entreprise à part entière à gérer et c'est important qu'elle nous ressemble et qu'on ne soit pas drivé et mené par par le bout du doigt par les chefs d'entreprise. On doit aussi être dans cette position de nous-mêmes chefs d'entreprise et gérer notre entreprise et la développer comme on l'entend. Merci pour ton retour d'expérience.
C'est vrai que ben, c'est l'avantage aussi de Projet OBM, c'est que l'accès à la plateforme est entre guillemets à vie. Je dis à chaque fois entre guillemets parce que légalement, c'est impossible de mettre quelque chose à vie. Mais en tout cas, tant que le programme est commercialisé, les membres ont accès à toutes les mises à jour. Et ça, c'est un plus parce que vous êtes beaucoup à dire, ben, vous êtes dans une mission où vous n'aviez pas peut-être utilisé les éléments du module KPI et comme vous êtes sur la mission, ben, du coup, vous pouvez revenir dessus. Donc, c'est un avantage et je suis contente que tu en bénéficies. Et tu l'as peut-être déjà donné ton conseil, mais alors si t'en as peut-être un autre, mais je voulais que tu termines, qu'on termine ensemble sur cet épisode avec un conseil clé que tu souhaiterais donner à une ou un futur OBM qui nous écoute. Si j'ai un conseil à partager, c'est vraiment de vous investir parce que Projet OBM, voilà, c'est pas juste un accompagnement en ligne. On a vraiment le sentiment un peu de retourner sur les bancs de l'école, mais en fait, c'est ce que je recherchais et c'est ce qui est important. On est vraiment là sur du concret, on n'est pas là pour vendre du rêve, mais par contre, ça demande du temps et de l'implication pour pouvoir regarder les vidéos et faire les exercices. Et vraiment, les exercices, c'est avec les corrections, c'est le game changer. C'est là où vous vous dites que, OK, j'ai compris ou j'ai pas compris et comment je peux m'améliorer. Et sincèrement, allez-y, mais accordez-vous du temps de formation pour pouvoir faire les exercices jusqu'au bout. Après, si Anne-Caroline, qui avait une cliente qui était salariée en même temps, bon, elle avait pas d'enfant. Bah, si t'as réussi, je me dis, vous allez pouvoir réussir si vous décidez de vous lancer avec moi. En tout cas, c'est vrai que c'est un programme qui nécessite d'être intentionnel si on veut vraiment bénéficier de tout ce qu'il peut apporter. Donc, merci aussi d'en parler. Mais écoute, Anne-Caroline, merci beaucoup. Je suis heureuse d'avoir pu retracer ton parcours avec toi. Franchement, ça fait hyper plaisir de voir ton évolution, tes perspectives. Tu dis que tu as encore le syndrome de l'imposteur, mais sache que c'en est un autre, parce qu'aujourd'hui, tu as un nouveau syndrome de l'imposteur parce que tu passes un nouveau cap, mais au final, tu te sens pleinement légitime en tant qu'OBM, et ça, c'est une belle victoire. Maintenant, tu es face à des nouveaux défis, mais réalise en fait tout le chemin que tu as fait, tu peux être vraiment fier de toi. Moi, je le suis, et j'ai été ravie de pouvoir t'interviewer là-dessus. J'espère que ce que tu as partagé au micro du podcast aidera une future OBM, une assistante, une freelance, quelqu'un qui a envie aussi de mettre de la valeur sur ce qu'elle fait, qui en a assez de facturer pas à sa juste valeur et qui est frustré aussi parfois d'être peut-être un peu comme tu l'expliquais, tu sais, canalisé à des tâches qui ne reflètent pas ses aspirations. J'espère que ça te parlera si tu écoutes cet épisode. Donc l'épisode s'arrête ici. N'hésitez pas à partager l'épisode à quelqu'un si vous trouvez que l'histoire d'Anne-Caroline va résonner avec cette personne, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si ce n'est pas encore fait, ou même Spotify, ou à me faire votre retour, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de rebondir sur voilà quelque chose qu'on a partagé. N'hésitez jamais parce que ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et à très vite. À bientôt.